L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième émission de l'après-ski. Et ce soir, vous avez bien fait d'allumer votre télévision puisque nous avons avec nous l'un des meilleurs skieurs de la Coupe du Monde. Il est champion du monde de slalom, c'est Loïc Meillard. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On sait que tu as, comme chaque hiver, un calendrier hyper chargé. Là, tu as eu droit à quelques jours à la maison. On a voulu s'entraîner après Sölden. Malheureusement, la météo, on a voulu différemment et on n'a pas vraiment pu skier. Mais voilà, maintenant, je suis quelques jours à la maison à faire un peu de physique. Préparer, en fin de compte, c'est la dernière semaine où je suis un petit peu tranquille sans avoir de course. Donc, c'est un petit peu la dernière semaine où on essaie de faire un petit bloc physique, vraiment être sûr que tout tient bien, que tout est aligné pour commencer vraiment l'hiver rigoureux qui nous attend. Et c'est clair qu'à partir de maintenant, c'est week-end après week-end jusqu'à la fin de la saison. Donc ça sera intensif. On a l'habitude de commencer cette émission avec un débrief. Pas de débrief puisqu'il n'y a pas eu de course le week-end passé. Mais on va quand même revenir sur la première course de Loïc Meillard. C'était au Géant à Sölden. On en parle tout de suite dans la grosse actu. Loïc, 14e place sur ce premier Géant d'ouverture. Qu'est-ce que tu en retires ? C'est clair, je suis pas au départ de la Coupe du Monde pour être 14e. Ça fait 2 hivers que je suis 2e mondial en géant, donc c'est clair que mes attentes sont plus hautes. Mais après, voilà, Sölden, je pense que les dernières années, c'était pas une histoire d'amour. Et voilà, c'était des conditions difficiles. La visibilité changeait énormément, ça tapait sous le ski. Et je sais que, disons, avec l'histoire du dos, la dernière saison, ça fait que quand je vois pas ce qui se passe sous les pieds, si ça réagit correctement, j'ose y aller, mais si c'est un petit peu irrégulier, que ça réagit pas forcément comme je m'y attends sous le pied, j'ai un peu de la peine à avoir confiance en fin de compte en mon corps et y aller à 100%. Et là, je dirais que c'était exactement ça. Il y avait le frein à main et je dirais, premièrement, c'est une manche propre, sans grosse faute, mais voilà, en freinant un peu. Et la deuxième, j'ai essayé de doser un peu plus, de risquer un peu plus, mais disons que les intentions entre ma tête et mon corps étaient un petit peu différentes. Tu l'as dit, pas une histoire d'amour entre toi et Sölden. Qu'est-ce qui rend cette piste, ce glacier du Rettenbach si particulier ? Enfin, rien de si spécial que ça. C'est clair, ça, c'est un gros mur, mais j'apprécie ça. Et c'est une piste qui est belle. En bas, il faut prendre la vitesse. En général, ça, j'ai souvent réussi à bien le faire, mais c'est souvent des conditions de neige qui sont assez spéciales en fin de compte. Et j'ai rarement eu l'occasion de me sentir très à l'aise et pouvoir m'exprimer à mon plein potentiel. En fin de compte, je disais après la course, je crois que ça doit faire 10 ans que j'y vais. Il y a eu pas mal d'annulations, mais je suis jamais reparti de là-bas en me disant voilà, ça c'était une bonne course pour commencer la saison. Donc peut-être j'ai aussi appris un petit peu à ma foi à l'accepter que c'est comme ça. Voilà, j'essaye, j'y retournerai, j'essaierai encore et j'espère qu'un jour ou l'autre j'arriverai à accrocher un podium là-bas. Tu as aussi évoqué ces soucis au dos, c'était justement à Sölden l'année passée, juste avant la course, ce dos qui t'a causé des soucis. Ça en est où justement aujourd'hui, une année plus tard ? Comment il va ce dos ? C'est encore présent, ça le sera sûrement présent peut-être toute ma vie, on ne sait pas, mais c'est clair que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et il y a des choses que je dois un petit peu adapter. Voilà, typiquement Sölden, c'est des conditions difficiles, ça tire un peu après la course, il faut quelques jours pour que ça se remette bien, que je me sente vraiment libre, mais je dirais que les bonnes journées c'est comme tout va bien, et puis dans les mauvaises, faut faire un petit peu moins et adapter un petit peu le programme. Concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, entre les manches, c'est du repos, c'est de la physio, c'est des exercices spécifiques vraiment pour que le dos tienne ? Exercice spécifique, c'est plus, je dirais, à l'échauffement le matin, c'est à l'entraînement physique à côté. Après, voilà, il y a des journées de course où les 2 manches s'enchaînent, je finis ma course, c'est comme s'il n'y avait rien eu, tout va bien et tout est beau. Et puis il y a d'autres jours où justement il faut un peu de physio entre les 2 manches, il faut prendre un peu plus de temps. Après la course, il faudra un peu plus de journée, je dirais, pour me mettre bien. Et ça, c'est... Chaque jour est différent et c'est ça aussi qui est sympa en fin de compte, il faut un petit peu toujours s'adapter.
Au quotidien, quand tu n'es pas sur les skis, il y a aussi des exercices, des positions qui t'empêchent d'être bien. Enfin, quand on a mal au dos, dormir, c'est souvent délicat. C'est le cas pour toi ? Non, ça je dirais que dès le début, déjà l'année passée, quand j'étais vraiment pas bien, ça a toujours été bien dans le sommeil et d'être couché. Donc en fin de compte, c'est presque une des positions où je me repose le mieux en étant couché sur le dos. Donc j'en profite et je sais que quand j'en ai besoin, je peux vraiment me reposer. Des adaptations aussi pendant la préparation ? Concrètement, c'est quoi ? C'est des jours de moins sur les skis ? C'est la prépa physique, des exercices spécifiques aussi ? C'est clair, en prépa, il y a eu, je pense, un peu d'adaptation, surtout au niveau des charges. En fin de compte, au fitness, je peux moins faire ma fois de la force maximale et prendre des grosses charges sur les épaules. C'est quelque chose que j'ai dû adapter un petit peu et moins faire. Après, je dirais que quand ça va bien, je peux aussi faire des sauts, ça, c'est aucun problème. Sur les skis, prévu, ça l'était de faire le programme à peu près normal. Après, voilà, il y a eu justement des journées qui étaient un peu moins bien, où ça a pincé au début du camp en Nouvelle-Zélande et il m'a fallu, en fin de compte, couper un peu plus que les autres et malheureusement rater quelques journées d'entraînement, c'est clair. Après, voilà, on peut rien y changer. Je dirais ça fait partie d'une carrière et il faut juste savoir. T'as appris à vivre avec maintenant, vraiment. Voilà, et il faut savoir s'adapter, essayer de trouver les bonnes choses à faire au bon moment et après aussi accepter que voilà, j'ai un peu moins de kilomètres et puis qu'il faut quand même skier vite. Parlons de choses un peu plus positives. Il y a aussi du karaté, c'est ça, pendant la préparation d'été. Ça a commencé l'année passée avec Olivier Knupfer. C'est toujours d'actualité ? J'y étais il y a 1 heure, donc je suis sorti et venu ici. Donc non, c'est toujours d'actualité. Et c'est vrai que j'ai Patrick qui s'occupe vraiment de l'entrée en physique en salle. Et après, avec Olivier, c'est un petit complément, je dirais, qu'on fait à côté. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir d'autres exercices, une autre approche aussi de certaines choses. Et ça aide déjà d'avoir plus de plaisir aussi dans la préparation parce que ça amène un peu une variation. Tu sors un peu de la routine, c'est ça ? Entre guillemets. Disons qu'avec les années, oui, de toute façon, il y a certaines routines, surtout quand le niveau il est là, physique. Après, on n'essaie pas forcément de progresser, on essaie plus de changer des petits détails. Et donc, des fois, on a l'impression qu'on fait des entraînements pour faire certains entraînements. Et donc, le fait d'avoir des nouveaux challenges, de toujours avoir un petit peu ce nouveau questionnement et ce petit truc en plus qui nous remet dans le dur d'une certaine manière, ça fait du bien parce que ça nous motive en fin de compte à essayer de continuer à travailler et trouver des solutions pour ces petits problèmes. C'est ça, les arts martiaux, c'est rendre Loïc Meillard plus combatif encore. Plus combatif pas, par contre voilà, avec peut-être une autre approche, une autre façon de travailler. On l'a fait avant de le faire avec Olivier aussi dans le tennis par exemple, on a fait une fois de l'athlétisme aussi, donc c'est des choses, on essaie en fin de compte d'apporter des petits compléments et de changer un petit peu la routine justement pour toujours avoir ce nouveau challenge. Quand on a ton niveau, quand on fait partie des meilleurs en Coupe du Monde, sur quoi est-ce qu'on doit travailler pour aller grappiller encore ces centièmes qui manquent pour être tout le temps, tout devant ? C'est quoi ? C'est la technique, c'est le physique, c'est le mental ? C'est des petits détails partout. C'est rien de gros. On a pas l'impression de faire des gros progrès, mais c'est des petits détails. C'est techniquement d'être un petit peu plus propre, de pouvoir changer de rythme d'une meilleure manière, peut-être quand il y a 2 portes qui sont un peu plus dans la ligne, de trouver les passages clés, prendre la bonne vitesse au bon endroit. C'est de mettre un drift en moins quand on se dit non, faudrait drifter là, faut contrôler, ça va trop vite. C'est mentalement d'être parfaitement là, présent, sur le moment présent, et les journées où ça va pas, de quand même réussir à compenser et puis faire un bon résultat, même quand c'est une mauvaise journée, on va dire. Et après, en physique, c'est essayer, en fin de compte, de trouver peut-être des petits repères, une meilleure façon d'utiliser son corps, d'être plus joueur sur les skis. Et ça, on peut essayer de le travailler aussi en physique. Donc, c'est en fin de compte rien de très gros. Il n'y a jamais des gros travaux, on va dire, des gros changements, mais par contre, il y a toujours des petits détails et c'est ça qui peut faire la différence. Mentalement, justement, tu travailles avec quelqu'un, c'est Olivier qui t'aide aussi par son approche avec les arts martiaux, ou bien à quel niveau tu travailles ? L'aspect mental qui est hyper important. Je l'ai toujours travaillé beaucoup par moi-même. Je dis toujours, on apprend beaucoup quand ça va pas. Quand tout fonctionne, ça fonctionne. La roue tourne, on n'a pas besoin de réfléchir. Et puis le moment où ça va pas, c'est là qu'on doit commencer à trouver des solutions et apprendre, en fin de compte, apprendre de ses erreurs. Et donc j'ai toujours fonctionné un peu de cette manière. Après, je dirais qu'avec Olivier, il y a une approche des arts martiaux qui va m'aider aussi. Après, il y a aussi avec Patrick ou même les coachs sur les skis, on discute beaucoup de comment je me ressens, des émotions, des choses que peut-être j'ai eu de la peine à faire ou pas. Et en ayant cette discussion un petit peu ouverte avec mon staff autour, en qui j'ai confiance, ça permet d'avoir
peut-être plusieurs points de vue aussi et trouver les bonnes solutions pour que ça aille mieux la prochaine fois. J'ai regardé tes victoires, il y en a 5 sur les 7 qui ont été conquises, si on peut dire ça comme ça, au mois de mars. 5 sur 7 au mois de mars. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je suis encore frais physiquement en fin de saison. Ça veut dire que tu es mieux préparé que les autres, que les autres commencent un peu à baisser d'intensité, que tu es prêt jusqu'à la fin de l'hiver. Mieux préparé, c'est toujours dur à dire. Je pense que même moi, si j'ai le souvenir, en 2023, j'étais cuit en fin de saison et il n'y a plus rien à caler. Donc c'est aussi une question, en fin de compte, on marche souvent sur un petit fil rouge pendant toute la saison et il faut essayer de rester sur ce fil rouge en équilibre, pas basculer ni à gauche ni à droite, autrement ça peut vite partir dans une direction où tout d'un coup on n'arrive pas à récupérer. On peut parler d'une journée, c'est peut-être une journée où on sent pas que la fatigue arrive, qu'il faudrait faire un peu moins, on en rajoute un petit peu et tout d'un coup on a juste en fin de compte l'énergie qui est un peu plus basse. Et après, ça en rattrape plus. Donc, je dirais aussi après, avec l'expérience et s'écouter soi-même, qu'il faut essayer de toujours trouver le bon juste milieu, en fin de compte, entre trop en faire et pas assez. Il y a des théories qui sont revenues chaque fois en conférence de presse. Loïc Meillard, à partir de Noël ou en deuxième partie de saison, est plus performant que sur la première partie. C'est un constat que tu partages. Enfin, il est là. Et puis, est-ce que tu essayes de l'améliorer, d'être performant d'entrée de saison ? Je pense que c'est un constat oui et non. En slalom l'année passée, je pense pas que jusqu'à Noël, troisième d'entrée. Sauf erreur, j'ai fait sur les 4 premiers slaloms, 3 fois le podium, donc et une fois 5e, donc c'était quand même pas si mal. Après c'est vrai qu'en géant, j'ai souvent eu un peu plus de peine sur le début de saison et voilà, c'est peut-être aussi des fois c'est certaines conditions qui sont pas faciles qu'on a eu, d'autres fois où voilà, les dernières saisons, il y a eu des problèmes de fixation, il y a eu des problèmes de dos. Le dos l'année passée n'a pas aidé pour arriver sur le début de saison géant en ayant confiance et en osant attaquer. Il manquait des kilomètres. Et ça, c'est des choses que tout le monde a vite tendance à oublier quand ça fonctionne. Mais je pense que le skill est là. Et après, de toute manière, je dirais qu'à chaque fois que je suis au départ, je me donne quand même à 100%. J'essaie d'être performant. Des fois, ça va, des fois pas. Et ça, plus que donner le 100% de moi-même, je peux pas. C'est vrai que tu parles du slalom. L'année passée, 3e d'entrée à Lévis, en plus avec des soucis de dos, justement. Vous allez à Lévis dans 15 jours. C'est quoi ta préparation jusqu'à cette première course ? Encore un petit peu de physique et après le début de la semaine de Lévis, je prends la direction de la Finlande et je me préparais là-bas, je dirais, 2 ou 3 jours sur les skis afin d'être prêt pour la course et plein d'énergie. Après, je sais que les week-ends s'enchaînent, donc j'évite de trop en faire. En fin de compte, c'est plus vraiment quelques entraînements de qualité où on essaie de mettre de l'intensité et rien d'autre. La semaine passée, on a eu une rencontre avec les lecteurs du Nouvelliste et il y avait Daniel Yule qui était là et lui disait que la période actuelle, elle était compliquée pour lui. Il a l'impression de tourner en rond. La préparation est faite. Enfin, il attend qu'une chose, c'est que ça commence. Et il nous disait aussi qu'il y a quelques doutes qui s'installaient. Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis au niveau des autres ? C'est ton cas aussi ? Tu as l'impression de, voilà, il faut y aller, il faut enchaîner maintenant. Il y a un moment donné où il faut que ça commence. On a besoin de cette adrénaline, de sentir la pression de la course, d'avoir l'envie de se dépasser en fin de compte. Et c'est clair que je l'ai aussi aux entraînements, cette envie de me dépasser. Mais des fois, le fait d'avoir la petite pression supplémentaire, ça aide à essayer de passer la deuxième vitesse encore et même de comprendre certaines choses que peut-être on ne s'était pas rendu compte sur les skis ou les petits points encore à travailler. Et donc, ça fait du bien que les courses commencent. Toi, tu l'as dit, tu as cette compétitivité à l'entraînement. Daniel disait justement que lui, c'était pas un as de l'entraînement, que tu es aussi un as de l'entraînement. Et Loïc, c'est important pour toi d'être performant aussi à l'entraînement. Je dirais que moi, avec toutes les disciplines que j'ai, ça fait que j'ai moins de journées d'entraînement, j'ai moins de repos, j'ai moins de manches. Et donc, j'essaye, en fin de compte, d'optimiser chaque manche que je fais, chaque virage que je fais dans chaque discipline. Et c'est ma façon, en fin de compte, d'essayer de perdre le moins de temps possible et de pouvoir peut-être aussi couper un peu plus quand j'en ai besoin, si j'ai besoin de faire de la pause. Et donc, c'est vrai que j'ai plus tendance à mettre un peu plus d'intensité que certains autres athlètes. Après, chacun a sa façon de fonctionner. Et je dirais que, par contre, avec les années, on a quand même vite tendance à baisser un petit peu l'intensité et aussi à mieux se connaître, pouvoir mieux jouer avec quelle intensité on met à l'entraînement, combien est-ce qu'on pousse, combien est-ce qu'on garde un petit peu sous le pied. Et ça, à force de me connaître, j'arrive un peu mieux à jouer ça. Et il y en a un autre qui est en forme à l'entraînement, ça s'est traduit au géant à Solden, c'est l'Autrichien Marco Schwarz, 2e de ce géant.
C'est un résultat qui contraste un peu avec les résultats des Autrichiens de ces dernières saisons. L'Autriche qui n'est plus cette grande nation, qui était la grande rivale de l'équipe de Suisse, qui l'est toujours, mais qui ne domine plus la Coupe du Monde. On a profité de notre séjour à Sölden justement pour aller discuter avec ses dirigeants, ses entraîneurs et ses athlètes pour savoir ce qui se passait en Autriche. Regardez, mais d'abord, place à une page de pub. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits. Alors ça fait déjà plusieurs saisons qu'on parle de crise dans le ski autrichien, surtout chez les messieurs. L'hiver dernier, ils ont signé une seule victoire en Coupe du Monde sur toute la saison et pas un seul podium en descente. Les championnats du monde à Saalbach en février ont dépassé les attentes, mais c'était plutôt une exception à la règle. Athlètes, entraîneurs et responsables reconnaissent que la grande nation du ski ne peut pas rivaliser avec la Suisse actuellement et que de grandes erreurs ont été commises par le passé. Es war damals, wie Schweiz auch keine Medaillen gemacht hat. Wir erinnern uns, in Schladming 2013 gab es nur eine Medaille für die Schweiz, wo dann eigentlich diese Strategieentwicklung oder dieser Wandel stattgefunden hat, die sich anders aufzustellen. Und wir haben damals alles dominiert, haben aber dann genau vergessen, wahrscheinlich den Nachwuchs so mitzunehmen. Und wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir genau das machen, dass wir uns ausrichten für 2030. Wie können wir das strategisch lösen, dass wir in 2030 auch erfolgreiche Skirennläuferinnen und Skirennläufer haben. Alors l'Autriche a toujours ses stars, mais le problème c'est plutôt le manque de densité derrière un Vincent Kriechmeier, un Marco Schwarz ou un Manuel Feller. Il suffit que l'un d'eux ne soit pas en forme ou manque au départ pour que les chances autrichiennes soient vraiment diminuées. Es ist ja nicht so, dass es extrem weit gefehlt hat. Die Schweizer muss man neidlos anerkennen, die haben ein sehr kompaktes Herrenteam und sind nicht nur mit einem Mann in einer Disziplin, sie haben mehrere Leute, die was da vorne mitfahren. Man darf nicht vergessen, der Marcel Hirscher hat über viele Jahre den Erfolg wahnsinnig getragen und uns war ja schon immer bewusst, dass hinter Marcel dann die Dichte etwaig nicht so gegeben ist. Ja. Und das täuscht natürlich dann, dieses Bild. La fédération autrichienne a au moins réalisé qu'elle avait un problème et a lancé un projet 2030 en espérant recréer ce que la Suisse a accompli avec tellement de succès ces dernières années. Mais cela va prendre du temps. Ich glaube nicht, dass wir die Schweizer Herren heuer überholen können. Das wäre dann fast ein kleines Wunder. Aber dass wir, sagen wir mal, den Rückstand halbieren können, wenn wir jetzt dann auf die Weltcup-Punkte hinausgehen. Das Rad, das dreht sich immer weiter und es ist ja schön für die Skifans, wenn ein bisschen Abwechslung drin ist. Von dem her, wir konzentrieren uns auf uns, wir können ja nicht mehr machen. Wir waren letztes Jahr nicht erfolgreich. Die WM war eher ein Ausreißer, so ehrlich muss man sein, aber ja, es ist okay, es ist passiert, wir haben nicht performt, aber natürlich macht uns das hungrig und gierig und wieder vorne mitzumischen. De ce côté de la frontière, les compliments fusent en tout cas pour l'équipe de Suisse actuelle, mais les Autrichiens comptent bien revenir un jour au top, idéalement d'ici pas trop longtemps. Donc on voit que l'Autriche regarde aussi ce qui se fait un peu en Suisse. Toi Loïc, est-ce que tu as regardé par le passé ce qui se faisait ailleurs ou bien tu avais des inspirations, des modèles, des skieurs que tu regardais ? Oui, alors des modèles, des skieurs, il y en a beaucoup, il y en a encore, je dirais. Il y a toujours des choses à apprendre chez les autres, je dirais, des petits détails techniques, des lignes à skier. Voilà, on discutait d'Autrichien, Marc Schwarz, exactement, qui est hyper fin sur les skis. T'as l'impression qu'il fait pas grand-chose, mais il avance toujours. Il laisse aller les skis, il a toujours la bonne ligne. Et ça, c'est quelque chose duquel on peut aussi s'inspirer. Et donc, j'ai toujours été un petit peu celui qui a
qu'il n'y avait pas une personne qui était ici en haut, mais plusieurs personnes que je regardais. Et chaque personne, j'essaie de prendre un petit peu les points qui m'intéressent ou que je trouve intéressants pour moi-même. Ouais, Marco Schwarz qui fait aussi plusieurs disciplines. Toi, tu as le slalom, le géant évidemment, du super G aussi. C'est quoi le plan pour la saison à venir? Comment tu vas choisir tes super G? Je pense un petit peu comme les dernières années. C'est clair, le focus reste quand même sur la technique, c'est le plus important. Après le super G, je dirais que en Amérique, et je vais essayer en tout cas de recommencer là-bas. Maintenant, je pars plus dans les 30, mais heureusement j'ai 500 points en Coupe du Monde pour partir 31, et on va essayer de faire mieux que l'année dernière en super G. Mais après, voilà, par exemple, un Val Gardena, ça fait pas vraiment sens pour moi. J'ai pas les kilomètres pour pouvoir être bon sur ce genre de piste. Et après, par contre, si je me sens bien physiquement, que tout se passe bien sur les skis, le but, c'est un peu de tous les faire par la suite. Après, c'est toujours pareil. Si maintenant, il manque des kilomètres en technique ou bien il y a quelque chose à travailler à l'entraînement, ben on va laisser tomber une course pour se concentrer sur l'entraînement, pour essayer de revenir mieux. Discipline technique, si une fois c'est physiquement un problème, ben je vais aussi devoir laisser tomber une course. Donc c'est toujours un petit peu un jeu en fin de compte pendant l'hiver, et il faut savoir distribuer les bonnes cartes. C'est important pour toi de garder ce super G non seulement à l'entraînement mais aussi en compétition. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement ? Concrètement, à la fin, le super G, pour moi déjà, j'ai plaisir à le faire. C'est un bon changement pour la tête, un autre rythme, une autre façon de skier. Et même le super G, en fin de compte, m'amène aussi cette patience, cette vitesse qu'on a, qui peut aussi m'aider en géant d'être un peu plus calme, un peu plus... un peu plus patient à l'entrée des virages, d'accepter quand une fois il y a un géant qui va vite. La vitesse super G va m'aider à être plus réactif, plus en fin de compte, habitué à la vitesse qui arrive. Et donc c'est des petites choses que je peux prendre avec moi aussi dans les autres disciplines. On a encore plein de questions, hein, mais il y a quelqu'un que tu connais bien qui avait aussi une question. Salut Loïc, comptes-tu faire ta première descente au Kitzbühel? Donc voilà, Marco Dermat qui a une question pour toi. Quand est-ce que tu vas faire ta première descente? Non seulement, tu as déjà fait une descente en Coupe du Monde en 2022, mais là la question est plus précise, descente à Kitzbühel. Est-ce que c'est dans tes plans? Ça viendra le jour où je ne serai plus au départ du slalom le dimanche à Kitzbühel. Voilà. Donc je ne sais pas quand. Ça sera le plus tard possible, vu que tu espères quand même être performant et puis prendre le départ en slalom encore quelques années. Voilà. La descente, c'est un rêve. Tu as envie d'en faire quand même? Tu t'en fais des fois à l'entraînement, aux entraînements. Alors, un rêve, je sais pas. Oui, j'ai un énorme plaisir à skier de la descente du Super G. J'ai plaisir à le faire. J'ai toujours aimé le faire aussi. Après, je suis conscient que c'est quasiment impossible de tout faire en Coupe du Monde. Voilà, il faut savoir, faut connaître ses limites aussi et dire quand c'est trop. Et pour moi, justement, de tout faire, ça irait pas. Et donc, c'est pour ça que je dis la descente viendra le jour où je ferai plus de slalom, parce que j'aurai le temps de faire autre chose. Et le jour où je ferai plus de slalom, ça voudra dire que c'est soit que je deviens trop vieux pour le slalom, après je serai peut-être trop vieux aussi pour commencer la descente. Et en fin de compte, on sait tous qu'en vitesse, il faut quand même de l'expérience, il faut faire des kilomètres, skier ces pistes. Ou alors que j'aurais besoin ou l'envie d'un nouveau challenge un petit peu, parce que j'aurais atteint peut-être mes objectifs en slalom. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des très belles choses à faire. Il n'y a rien de défini en tout cas. Donc il n'y a rien de défini, peut-être ça arrivera un jour, peut-être ça sera jamais, on verra. Avec Odermatt, tu formes ce duo qui fait rêver les Suisses, mais aussi les supporters de ski alpin. C'est quoi? C'est de la rivalité? C'est de la motivation? Vous vous poussez l'un l'autre? Je pense que c'est de tout. C'est clair, c'est de la rivalité. Quand on est au départ, on a envie de battre l'un et l'autre. Après, c'est aussi de la motivation. Je pense autant pour moi, en géant, il est extrêmement dominant les dernières saisons, et donc c'est de la motivation aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux, ou comment est-ce qu'on peut skier plus vite pour essayer de le dépasser, de le battre à certaines courses. Et je pense que lui, quand je le bats à certaines courses, il a aussi le titillant, et il se dit qu'est-ce qu'il a fait de mieux que moi, et puis il veut skier plus vite la prochaine course. Donc c'est toujours en fin de compte une rivalité qui est hyper saine, qui nous pousse à être meilleurs, d'aller de l'avant, de continuer à travailler dur. Et c'est ça qui est beau en fin de compte, c'est que je pense que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'athlètes qui ont autant de doublés que ce qu'on a fait déjà avec Marco, et donc c'est toujours des émotions qui sont exceptionnelles, et c'est toujours justement de pouvoir partager ça, mais aussi de pouvoir
voilà, les deux en bas à l'arrivée, on sait exactement ce que l'autre il a fait ou pas. On sait que sur le moment, il est déçu de s'être fait battre, bien entendu, mais on sait aussi que demain, il va retourner au travail et puis pour essayer d'être devant. Et donc c'est une motivation supplémentaire et ça nous pousse vraiment à être meilleurs. Quand on demande à Marc Odermatt de citer ses principaux adversaires, tu reviens très souvent, pour pas dire tout le temps, en premier. Il cite Loïc Meyers, c'est mon plus grand adversaire. Pour parler du petit globe ou du globe pour le général. C'est le cas pour toi aussi. Marco, c'est ton plus grand adversaire. Je pense que c'est l'homme à battre ces dernières saisons. Après, il y en a d'autres qui sont aussi mes adversaires, qui sont peut-être, qui ont montré les dernières saisons aussi, qui peuvent skier très vite. Je veux dire, il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent être très très vite, et tout peut tourner très vite aussi dans une saison de Coupe du Monde. Tout peut changer, mais c'est clair qu'on a tous un petit peu la cible, je dirais, sur le dos à Marco. L'écart se réduit sur ces 3 dernières saisons. L'écart entre toi et Odermatt en termes de points, ça doit être motivant quand même, de voir cet écart qui se réduit. Honnêtement, tu regardes pas l'écart sur lui. Oui, alors je sais, non, je le sais pas par cœur mon écart, mais je veux dire, c'est clair qu'en fin de saison on le voit et c'est comme ça, mais c'est pas quelque chose qui me travaille, qui me motive ou quoi que ce soit. C'est plus voilà. Les points, en fin de compte, c'est une conséquence de comment on skie, des résultats qu'on fait. Donc, je me concentre plus sur qu'est-ce que je peux faire pour skier vite et pas plus. Est-ce que des fois, tu te dis, mais purée, si j'avais skié à une autre période, avec quelques années de différence, si Marco n'était pas là, je serais tout devant, tout le temps. Ça te traverse l'esprit? Non, parce qu'à la fin, est-ce que je serai quand même toujours tout devant? Je ne sais pas, parce que peut-être que, justement, comme je disais avant, c'est une concurrence qui nous pousse à dépasser soi-même, à aller plus vite. Et peut-être s'il ne serait pas là, j'aurais peut-être pas le ski que j'ai aujourd'hui. Donc non, c'est... Voilà, je suis content d'être dans cette ère du ski alpin. En tout cas, en Suisse, je pense que c'est une belle ère c'est une des plus belles, on peut dire. Ouais. Et puis de pouvoir vivre ça en fin de compte de l'intérieur, c'est exceptionnel. Et donc, j'en profite au maximum. Vous serez tous les deux des têtes d'affiche aux Jeux Olympiques. Les JO, c'est loin, tu y penses. Enfin, voilà, certains athlètes disent non, on n'en parle pas encore aujourd'hui. D'autres, au contraire, comme Wendy Holdener la semaine passée, qui nous disait non, moi, c'est présent. J'ai fait ma préparation d'été pour les Jeux Olympiques. Ton avis là-dessus? C'est très loin pour moi. C'est très loin, ouais. Mais à la fin, je dirais que je suis dans une phase de ma carrière, j'ai encore tellement de choses à atteindre en fin de compte que les Jeux, oui, c'est un objectif. Oui, c'est quand on est aux Jeux, c'est comme les mondiaux, on a envie de repartir avec des médailles parce qu'il n'y a que ça qui compte. Mais d'ici jusque-là, il y a tellement de courses que justement, mon focus c'était Sölden, maintenant c'est Lévis. Ouais. Après Lévis, ça sera Gurgel, et en fin de compte, je passe plus de course en course. Et tout d'un coup, on arrive à la fin janvier, et puis c'est le moment d'avoir les Jeux, et donc là, le focus passera là-dessus. Mais autrement, c'est vraiment loin. Tu es champion du monde de slalom en titre. On voit d'ailleurs actuellement à la télé ta deuxième manche à Saalbach. Tout le monde va t'attendre cette fois aux Jeux Olympiques. On veut battre le champion du monde de slalom. Ouais, je sais pas, peut-être qu'on voudra battre quelqu'un d'autre qui aura mieux skié que moi tout le début de saison. Je dirais que c'est les Jeux, ce genre d'événements, on sait exactement qui est skié vite en ce moment. On a eu tellement de courses jusque-là qu'en fin de compte, s'il y a un athlète ou l'autre qui sort un petit peu du lot, c'est clair que lui, il aura une cible sur le dos. Après, on sait tous, les Jeux, c'est une course d'un jour. Il faut être prêt le jour X. Il faut savoir performer sur le jour-là, dans les conditions qu'il y aura, le parcours qu'il y aura, la pression qu'il y aura. Et ça peut freiner certains athlètes, comme ça peut donner certaines ailes à d'autres. On dit souvent que les Américains, par exemple, sont excellents pour surpasser aux Jeux Olympiques. Pour eux, ils ont quand même une motivation supplémentaire. Et un peu que ça qui compte aux États-Unis, les Jeux Olympiques. Voilà. Et en fin de compte, ce genre d'événement, justement, il n'y a pas de calcul. C'est pied au plancher, à fond, et on ne peut pas calculer quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que je dis beaucoup d'athlètes peuvent skier vite, surtout en slalom. Vous êtes combien là à pouvoir gagner? Je crois que l'année passée, ils avaient fait le calcul dans les 30 premiers. Il y en a du style 26 qui ont déjà fait un podium en Coupe du Monde, ce qui montre un peu exceptionnel. Le niveau, voilà. Ouais. Et donc c'est pour ça que je dis que beaucoup d'athlètes peuvent skier tout devant. Tout le monde va vouloir aller à fond. La faute est vite arrivée. Donc il n'y aura pas le droit à l'erreur. Il faudra juste tout donner. Et après, on verra. Qu'est-ce qu'il a changé, ce titre de champion du monde? S'il a changé quelque chose pour toi, tu as senti un avant, un après? Ça reste quand même un accomplissement incroyable, quoi.
Oui, c'est un accomplissement incroyable et je dirais que c'est quelque chose que personne ne m'enlèvera. C'est clair, ça restera avec moi toute ma vie. Après, je dirais que le lendemain, je suis reparti au travail comme d'habitude et il n'y avait pas le choix. Par contre, je pense que ce qui change aussi, c'est peut-être le fait de savoir soi-même qu'est-ce que tu dois faire dans ce genre de journée pour être tout devant. J'ai la chance d'avoir fait passablement de médailles aux mondiaux en général ces 6 dernières années. En fin de compte. 6 en tout, 6 médailles. Hein, ouais. Et donc voilà, c'est aussi le truc où je sais exactement qu'est-ce que je dois faire pour être prêt à ce moment-là, comment est-ce que je dois me préparer pour ces courses. Et quand tu la gagnes, c'est encore un step en dessus du podium et tu sais exactement dans quelle situation tu dois te retrouver mentalement et physiquement pour te donner en tout cas toutes les cartes de ton côté. Ces 6 médailles, justement, elles ont une place particulière chez toi. Wendy Holdener et Alexis Pinturo la semaine disaient qu'ils les avaient exposées dans un hôtel ou bien dans un restaurant. Toi, elles sont où ces médailles ? Elles sont chez moi. Il y a quelques années, elles étaient même dans leur boîte. Aujourd'hui, elles sont. J'ai une chambre qu'on n'utilise pas forcément dans le bureau. Il y a une étagère et puis j'ai un peu les trophées. Je les pose là-dessus parce que sinon je sais pas où les poser. Mais non, sinon dans le salon ou quoi que ce soit, il y a absolument aucun élément qui montre que je fais du ski ou quoi que ce soit. C'est vraiment, je dirais, mon chez moi. Ça me permet aussi de couper un peu. Et c'est plutôt dans le bureau. Il y a un petit peu les trophées, les médailles, etc. Et ça, c'est l'endroit où je les mets. Même la médaille d'or. Elle n'est pas affichée au salon. Elle est à T'es côté... pas du genre à exposer, t'aimes pas trop. La médaille d'or, elle est exactement à côté de la médaille du champion du ski club. Excellent, d'accord. Donc elles ont la même valeur, c'est ça. Hein? À la fin, c'est clair que si on regarde la course, elles ont une autre valeur, mais d'un autre côté, c'est exactement la même valeur. C'est une course où je me suis donné à fond, où j'ai réussi à performer comme j'avais l'envie, peut-être au meilleur de mes capacités, et ça, c'est le plus important. En parlant de souvenirs, on a fouillé un peu sur ton compte Instagram. On a choisi 3 photos. Voilà la première. Loïc Meillard dans un champ de lavande avec un appareil photo à la main. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la photographie ? Tu as un compte aussi, Loïc Meillard, photographe, sauf erreur. Disons que la photo, c'est plus un moyen de capturer peut-être les moments spéciaux qu'on vit. On a de la chance de voyager à travers le monde, d'être à 6h30, 7h du mat sur les skis avec un lever de soleil, avec de la neige qui vient de tomber, etc. Et de vivre en fin de compte certains instants qui sont assez magiques. Et l'appareil photo, ça me permet de capturer ces instants que j'ai vécu moi-même avec mes propres yeux et essayer de partager ça des fois avec du monde. Certaines photos n'arriveront jamais aux yeux de personne, elles sont pour moi, et après quand des fois je vais les regarder, c'est plus le souvenir de ce que j'ai vécu moi. Ça te permet de te détendre aussi peut-être en Coupe du Monde. Tu l'as toujours avec toi, cet appareil photo, aussi sur les courses? Tu le prends à Lévis par exemple? Oui, alors je dirais que dans tous les voyages je l'ai avec. Après des fois la journée de course elle n'est pas forcément avec moi dans la poche, mais ça arrive aussi dans une journée de course, et c'est clair, c'est peut-être un petit peu justement le moyen de garder un pied dans le moment présent, de ne pas se laisser embarquer dans toutes les pensées ou tout le tumulte en fin de compte de la Coupe du Monde, et peut-être le petit instant où tout s'arrête, le temps s'arrête et je profite juste de ce qui se trouve devant moi et devant mes yeux. Puis d'être de temps en temps derrière l'objectif et pas devant l'objectif, ça aussi ça change. Tu préfères quelle position? Je préfère derrière l'objectif. Tu préfères clairement derrière. T'aimes pas trop être médiatisé, etc. Enfin, le jeu de l'interview, ça te plaît par exemple? Ou pas forcément? Je dirais que ça dépend. C'est pas quelque chose que je recherche ou quoi que ce soit. Ça fait partie du métier et je le fais avec plaisir parce que ça fait partie. Maintenant, si on me dit les 6 prochains mois, tu as 0 interview à faire, tu pètes la bouteille de champagne. Je peux me mettre chez moi et puis être tranquille, ça m'ira aussi très bien. Je vais de loin pas mal le vivre. Donc voilà, c'est aussi un petit peu... de toute façon, ça fait partie du métier, il faut le faire. Je le fais avec plaisir et puis voilà. T'essaies de donner une partie de toi-même, mais je sais aussi qu'il y a certaines parties que je garde privées et je garde une certaine partie de ma vie vraiment pour moi. On a découvert certaines de ces parties dans une série, Cirque Blanc, l'hiver passé. Tu as dû réfléchir pour donner ton accord, pour y participer, ou bien tout de suite tu as accepté? On en a discuté un petit peu de ce qui était le but. C'est clair qu'il y avait quand même
voilà, moi j'avais aussi certaines attentes. Je sais ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on voit, et donc le but c'était quand même qu'on montre quelque chose de concret et qui fait sens. Après, j'avais pas mon mot à dire sur tout non plus, mais c'est clair que j'ai pas juste reçu la demande et accepté. Je dirais que je réfléchis toujours à ce qu'on fait, et donc j'essaie d'amener, je dirais, mon input sur qu'est-ce que je pense fait sens ou pas. T'as été satisfait quand même du résultat final? T'as aimé cette série? Oui, je pense qu'il y avait des belles choses, et surtout on a montré une partie de notre sport que les gens ne voyaient pas forcément, et ça c'était le but derrière. Après c'est clair que quand on le vit tous les jours, des fois on se dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas montré ça, ou bien pourquoi on n'a pas vu ça, ou bien là on voit pas à quel point c'est difficile, ou parce qu'on a tellement de choses. Voilà, et on l'a vécu nous-mêmes, on le vit d'une autre manière de l'intérieur, mais je pense que pour quelqu'un qui n'était pas avec moi dans mon propre corps, il va quand même apprendre les choses et voir une autre perspective sur nous en tant qu'athlètes, mais aussi sur le sport, et ça c'est le but, c'est d'ouvrir les portes un petit peu plus personnellement pour tout le monde. Il y a d'ailleurs un film sur la descente, tu as pu le voir déjà actuellement au cinéma, tu l'as vu? Tu n'as pas pu le voir, d'accord. On passe à la deuxième image qu'on a trouvée sur ton compte Instagram. Voilà, un repas qui a l'air très très bon, un bon verre de rouge. Ça fait partie aussi d'un athlète de Coupe du Monde. Tu as le droit de boire un verre de rouge pendant la saison. Le droit, on a toujours le droit, on fait ce qu'on veut à la fin. On est tous des grands enfants. Mais non, je pense que c'est comme tout. Tout est bon avec modération. On n'a pas besoin de boire 2 bouteilles et puis de finir à 5h du mat. Un verre ou 2 fait aussi partie de temps à autre pour... déjà profiter de la vie en fin de compte, bien manger. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir un bon repas, et un verre de vin accompagne parfaitement. Mais aussi, je pense, on vit des émotions et des moments qui sont exceptionnels, et il ne faut pas que ça devienne une banalité en fin de compte. Quand on fait un podium, quand on fait une victoire, c'est aussi l'occasion de trinquer avec l'équipe et de savourer cet instant, exactement. Ouais. Parce que si les podiums deviennent une banalité, on fait quelque chose de faux. Et donc c'est un petit peu le moment justement de couper, de se poser et vraiment de profiter juste de l'instant de ce qu'on a vécu. Et comme je le dis, il n'y a pas besoin d'exagérer dans les choses, mais ça fait partie. Il y a des aliments qui sont interdits pour un athlète de haut niveau, ou au contraire un aliment que tu affectionnes tout particulièrement? Si je prends par exemple le hockeyeur Nico Hischier, lui il jure que par le quinoa par exemple. Il y a un aliment comme ça qui revient à chaque fois? Non, alors... J'aime de tout, j'aime varier aussi ce que je mange. Je m'embête, c'est comme avec les disciplines. Je m'embêterais si je mangeais toujours la même chose, comme je m'embêterais si je ferais que du slalom. Mais je dirais, oui, il y a certains aliments qui reviennent souvent. Je veux dire, des pâtes, mais même des flocons d'avoine au petit déjeuner, parce que c'est nourrissant, parce que je sais que ça me reste bien sur l'estomac, et que je me sens à l'aise après pour la journée d'entraînement ou de course. Mais ça ne veut pas dire que je vais le prendre tous les jours. Ça ne veut pas dire que j'aime pas manger un bon bout de pain ou une bonne omelette, etc. T'as le droit quand même. Et justement, c'est peut-être l'avantage du ski alpin, c'est qu'on n'est pas défini en fin de compte par notre poids ou quoi que ce soit. Le but, c'est de se sentir à l'aise, de bien récupérer, d'avoir de l'énergie. Et donc, qu'on fasse 1 kilo en plus, 1 kilo en moins, ça va rien changer. Et donc, ça nous laisse un peu plus de possibilités. Une dernière image, 3e image qu'on a trouvée, c'est celle-ci. Championnat du monde. On te voit, on imagine l'émotion là, c'est un des moments les plus forts de ta carrière. C'est aussi une image qu'on voit rarement. Loïc Meillard qui transmet de l'émotion comme ça. Je crois pas que c'est les émotions. Là, je crois que j'enlevais le champagne que je viens de me prendre dans le visage. Donc toujours pas d'émotion. On voit même le champagne qui coule du menton. Je crois que je me suis pris une petite douche. Donc voilà, mais non. Ce titre, voilà. De toute façon, c'était une journée remplie d'émotions, et c'est clair que certaines fois, certaines émotions, oui, sont transmises directement derrière, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, des fois je bouillonne, des fois je radie de bonne humeur à l'intérieur, mais c'est vrai que j'internalise beaucoup de choses, et c'est ma façon d'être. C'est ta personnalité. Exactement. C'est comme ça. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir pris du temps. On sait que ton hiver, comme on l'a dit, il est hyper chargé. Mais avant de te laisser partir, on a un petit défi pour Loïc Meillard. Restez avec nous. Donc l'idée cette année, c'est de créer la toile de la saison 3 de l'après-ski. Donc chaque athlète qui viendra sur le plateau va amener sa petite spécialité. Donc on te laisse l'honneur
tu seras le premier. Est-ce que tu aimes la peinture? Est-ce que tu aimes peindre? Est-ce que tu aimes dessiner? Alors, je suis pas un grand Picasso, mais on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose. Donc, on te laisse choisir la couleur que tu veux. Une couleur, 2 couleurs. Je peux ouvrir si tu veux. Alors, on va faire ça tout simple. Ah, ils partent un peu en... Voilà. Puis on peut ouvrir le bleu aussi. Le bleu aussi. Comme ça, on va commencer avec un petit parcours de géant. Voilà. Et le prochain. Rouge et bleu. Et puis le prochain, il rajoutera ce qu'il voudra. Il se démerde. Voilà. Alors, on va commencer. Voilà. Et donc, pendant que Loïc Meillard commence cette toile, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, ce sera à la même heure. Par contre, on sera en direct du Bourgeois à Sierre et vous pouvez participer à l'enregistrement. C'est ce jeudi dès 18h. Et vous trouvez d'ailleurs le lien ici pour vous inscrire si vous voulez participer à cette émission, à l'enregistrement. Ouverture des portes à 18h et on commence l'enregistrement à 18h30. N'hésitez pas à vous inscrire. Et en attendant, on vous souhaite une belle soirée, une bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao. L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.